Bienvenue à cette nouvelle exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur une idée assez fondamentale, on peut dire, celle d'une critique de la raison pure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ou juste mettre sa propre raison en critique? On va essayer de décrypter ce concept, son but, et puis son lien avec la philosophie dite transcendantale, à partir des textes qu'on a sous les yeux. Oui, alors pour commencer, il faut clarifier les termes. Le texte définit la raison, la Vernunft, comme la faculté qui nous donne les principes de la connaissance a priori. A priori, c'est-à-dire indépendante de l'expérience, c'est ça? Exactement. Et donc, la raison pure, eh bien c'est cette même raison, mais considérée uniquement pour sa capacité à contenir les principes pour connaître quelque chose absolument a priori, totalement sans l'expérience. D'accord. Mais le texte insiste beaucoup là-dessus. Ce n'est pas une doctrine, c'est une critique. Ça veut dire que le but n'est pas d'empiler des savoirs. Ça sonne un peu négatif, non? C'est exactement ça. L'utilité est décrite comme négative, mais dans un sens précis. Elle ne cherche pas à étendre notre savoir spéculatif directement. Son rôle, c'est plutôt de le sécuriser, de clarifier notre raison, de la débarrasser des erreurs possibles. Ah, donc une sorte de préparation du terrain. Voilà, c'est une propédeutique, comme le dit le texte, une préparation nécessaire avant de pouvoir, peut-être, construire un système de la raison pure. Elle examine d'où viennent nos connaissances a priori et surtout quelles sont leurs limites légitimes. Et ce mot qui revient tout le temps, transcendantal, de quel type de connaissance parle-t-on? Le texte suggère que ça ne porte pas tant sur les objets. Tout à fait. La connaissance transcendantale, c'est assez spécifique. Elle s'intéresse non pas aux objets que l'on connaît, mais à notre manière de les connaître. Plus précisément, elle se demande comment notre mode de connaissance des objets est possible a priori. Quelles sont les conditions dans notre esprit, avant toute expérience, qui rendent la connaissance possible? D'accord, c'est plus clair. Mais du coup, est-ce que cette critique, c'est la même chose que la philosophie transcendantale? Le texte semble faire une différence. Oui, elles sont liées mais distinctes. Il faut voir la philosophie transcendantale comme l'idée d'un système complet. Vraiment tous les principes de la raison pure. Le grand œuvre en quelque sorte. C'est ça, alors que la critique, elle, c'est la préparation. Indispensable, mais une préparation. Elle trace le plan, l'architectonique, comme dit le texte. Elle se concentre sur les principes fondamentaux, notamment ceux de la synthèse a priori, mais elle ne va pas jusqu'à analyser tous les concepts a priori en détail. Ça, c'est réservé à la philosophie complète. Donc, la critique est l'idée de la philosophie transcendantale, mais pas encore la science elle-même. Exactement. C'est le travail préalable de délimitation et de fondation. Et pourquoi penser qu'on peut faire le tour de la question? Examiner notre propre entendement, ça semble énorme. Pourtant, le texte dit que ce n'est pas infini comme la nature. C'est un point très intéressant. L'argument, c'est que l'objet d'étude n'est pas le monde extérieur qui est inépuisable. L'objet, c'est l'entendement lui-même, le Verstand, notre propre faculté de juger a priori. Et Kant postule que cette structure interne n'est pas d'une étendue infinie. Qu'elle est finie et donc potentiellement connaissable entièrement. Voilà l'idée. Que l'on peut en faire une analyse complète. La critique porte sur la faculté elle-même, pas sur tout ce qu'elle produit ou sur ce que d'autres ont écrit. Fascinant. Et ça va loin, puisque même les principes a priori de la morale sont exclus de cette philosophie transcendantale d'après ce passage. Pourquoi ça? Alors oui, ça peut surprendre, c'est parce que la philosophie pratique, la morale, même si elle a des fondements a priori, elle doit forcément intégrer des concepts qui viennent de notre sensibilité. Comme le plaisir, la douleur. Exactement. Les désirs, les penchants, tout ça, ce sont des éléments considérés comme empiriques, liés à l'expérience sensible. Or, la philosophie transcendantale, telle qu'elle est définie ici, se veut une philosophie de la raison, pure, spéculative, complètement exempte d'éléments empiriques. Une pureté absolue, si on veut. D'accord, je vois la distinction. Et comment cette science serait structurée alors, hein? Le texte donne une ébauche. D'abord, une théorie des éléments, qui contiendrait les composantes de base de notre connaissance a priori. Et ensuite, une théorie de la méthode, sur comment utiliser correctement ces éléments. Il parle aussi de deux souches de la connaissance. Oui, la sensibilité, comment on reçoit les informations, et l'entendement, comment on les pense. Il suggère qu'elles ont peut-être une racine commune, mais qu'elle nous est inconnue. Et la théorie transcendantale de la sensibilité, elle ferait partie de la théorie des éléments. Bon, alors, si on essaie de résumer,
La critique de la raison pure, ce n'est pas un catalogue de savoir établi. C'est plutôt un examen critique de notre propre outil à connaître a priori, notre raison. Une sorte d'auto-analyse pour en déterminer les capacités réelles, les limites, la validité. C'est une excellente synthèse. C'est une démarche réflexive fondamentale. Avant de prétendre connaître le monde, il faut d'abord examiner l'instrument de connaissance lui-même. Elle prépare le terrain pour un système complet de la raison pure en commençant par cette analyse critique de nos facultés. Elle se distingue donc de la philosophie transcendantale achevée par ce rôle préparatoire et son focus sur les limites. Et elle exclut l'empirique, y compris celui lié à la morale. Ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour la fin, soulevée par le texte lui-même. Si l'objet de cette critique, notre entendement et ses principes a priori n'est pas infini ou caché comme la nature, est-ce que ça signifie qu'une compréhension totale de nos propres limites cognitives est réellement atteignable ? Une sorte de cartographie complète de notre propre esprit est-elle possible ? Et si c'était le cas, qu'est-ce que ça impliquerait sur ce que l'humanité peut espérer savoir ou ne jamais savoir ?